Deuxième partie de l'Africa Newsroom. Laurence Donc, chercheuse en sciences de l'éducation et membre de la campagne internationale Tournons la page. Michel Abdelouab, professeur de sciences économiques et sociales. Gracien Rukindi-Kiza, éditorialiste, débattent de l'actualité africaine. Et durant les prochaines minutes, il sera question du Burundi, où un an après avoir fait part au secrétaire général de l'ONU de sa décision de se retirer du statut de Rome, le Burundi ne fait plus partie de la CPI. Le 27 octobre, le pays est devenu le premier pays à quitter la juridiction internationale. Un retrait qui n'a cependant pas de conséquences sur l'examen préliminaire en cours concernant donc le Burundi. Voyez ce sujet préparé par Ashley Duprat. 27 octobre 2017, le Burundi est officiellement le premier pays à sortir de la Cour pénale internationale. Décidé en 2016 par le président Pierre Nkurunziza, promulgué le 18 octobre 2017, le retrait du statut de Rome, traité fondateur de la CPI, est désormais effectif. C'est une grande victoire pour le Burundi qui vient de prouver que c'est réellement un État souverain, mais aussi parce qu'il devient le premier pays d'Afrique et du monde à oser franchir le pas. Le 25 avril 2016, la Cour pénale internationale a annoncé l'ouverture d'un examen préliminaire concernant des crimes qui auraient été commis lors de la crise politique de 2015. Une crise née de l'annonce de la candidature à un troisième mandat du président Pierre Nkurunziza à la tête du pays depuis 2005. Le gouvernement fantoche de Bujumbura s'est retiré de la CPI pour échapper à la poursuite et aux sanctions probables, parce que c'est un régime qui a commis beaucoup de crimes humains et qui continue à commettre des crimes humains. Mais ce gouvernement ne va pas de toute façon échapper à la justice burundaise dans l'avenir. La CPI devrait néanmoins poursuivre son enquête préliminaire sur de possibles crimes au Burundi, entamée en 2016 par la procureure de la Cour, Fatou Bensouda. Pour l'heure, le Burundi est le seul des 3 pays africains à avoir procédé à son retrait effectif. Alors, Gracien, des soupçons de crimes contre l'humanité pèsent sur le pouvoir burundais. La CPI avait jusqu'à ce 27 octobre pour ouvrir une enquête, mais rien n'a été fait. Voilà ce que dit justement la CPI. Le retrait du Burundi n'affecte pas la compétence du tribunal en ce qui concerne les crimes qui auraient été commis pendant la période où il était un État partie. Pourquoi l'instance serait justement plus motivée à ouvrir une enquête sur le Burundi alors qu'il ne l'a jamais fait jusqu'à présent? Est-ce que la CPI d'ailleurs veut véritablement cette enquête? Alors il faut dire que la CPI a déjà ouvert une enquête préliminaire sur le Burundi. Cela veut dire que ça prend du temps pour faire des enquêtes. Et ils ont déjà un rapport. Certains disent que la Cour pénale internationale, la procureure, a déjà donné un rapport aux juges, parce que ce sont les juges qui doivent statuer, accepter que les enquêtes commencent réellement sur le Burundi. Il se pourrait que le dossier se trouve chez les juges et dès que les juges pourront, disons, statuer, les enquêtes vont commencer. Dans tous les cas, qu'est-ce qui change? Ce qui change, c'est l'obligation du pouvoir burundais d'accepter, disons, le pouvoir devait accepter que les enquêtes se passent au Burundi, qu'il y ait une certaine collaboration, qu'il y ait des arrestations. On voit mal, même s'ils avaient commencé les enquêtes avant, on voit mal le pouvoir burundais l'accepter. C'est un pouvoir aujourd'hui qui n'a rien à voir avec la communauté internationale, avec la pression. Finalement, Nkurunziza, il a compris qu'il peut faire tout en s'enfermant, mais en même temps, c'est qu'il est en train d'affamer son peuple. Et la violence continue. On a 4-5% de la population qui a déjà quitté le Burundi depuis 2 ans. Et on a tous les opposants qui sont à l'extérieur, toute la société civile, la presse. Finalement, c'est un pays qui s'isole. On va finalement se retrouver comme des régimes de Corée du Nord. On va en reparler dans un instant, mais quand même sur cette procédure de la CPI, est-ce qu'une enquête va quand même pouvoir se poursuivre malgré ce retrait, comme l'affirme la CPI? La CPI peut continuer d'enquêter, mais comme le disait si bien Gracien, comment les enquêteurs de la CPI vont faire pour se rendre au Burundi, pour aller enquêter sur place?
Est-ce qu'on leur donnera des visas? Est-ce qu'on leur donnera simplement des visas? Est-ce qu'ils ne seront, si jamais ils ont des visas, est-ce que sur place on leur permettra d'avoir accès aux éléments d'enquête, aux éléments qui leur permettraient d'étayer leur enquête? C'est ça le problème. Et c'est dommage parce que j'ai regardé le reportage tout à l'heure. Le Burundi, là, ils font référence à leur souveraineté. Et c'est terrible de voir ces pays, ces dictateurs qui réclament la souveraineté de leur pays quand il s'agit de tuer à huis clos, quand il s'agit de violer les droits humains à huis clos, quand il s'agit d'affamer leur population, ils sont tout d'un coup souverains. Mais les mêmes pays souverains, ils pillent leurs États et sont dépendants de l'aide internationale. Là, ils n'ont plus de souveraineté quand il s'agit de travailler pour que leur pays soit indépendant économiquement. Donc, on est dans ce dilemme où on voit bien que Nkurunziza a des choses à se reprocher, et dans ce sens, il n'est pas le seul. Il y a cette instrumentalisation de la CPI un tout petit peu, moi, qui me dérange, qui est controversée, parce qu'en même temps, on accuse la CPI de ne juger que les présidents africains. C'est ce qu'ils mettent en avant. Entre-temps, il y a 3 modes de saisine de la CPI. Elle est saisie soit par un État partie qui défère au procureur de la CPI une situation dans laquelle un ou plusieurs crimes ont été commis. Le procureur de la CPI peut lui-même décider d'ouvrir une enquête parce qu'il y a eu des renseignements sur des crimes qui ont été commis, mais pour ça, il lui faut une autorisation préliminaire de la Chambre préliminaire pour ça. Ou bien le Conseil de sécurité des Nations Unies peut demander une enquête suite à les exactions commises. Mais la plupart du temps, les États eux-mêmes vont appeler la CPI et se plaignent que la CPI ne juge que les pays africains, alors que ce n'est pas vrai. Il y a d'autres pays aujourd'hui qui sont dans le collimateur de la CPI. Et puis, il y a d'autres pays, par exemple comme le Gabon, où des massacres ont été perpétrés. Et puis, pour un gouvernement d'Ali Bongo qui dit qu'il n'y a eu que 3 morts pendant les émeutes post-électorales, il va saisir quand même la CPI. Et lorsque l'Union européenne, dans le dialogue renforcé, leur demande une enquête internationale sur ce qui s'est passé, ils disent non, nous ne voulons pas d'enquête internationale, nous ne nous référons qu'à la CPI. Donc on a comme l'impression qu'ils pensent que la CPI sera complice de ce qui a été fait, puisque depuis des semaines, on voit des photos du ministre de la Justice gabonais, du procureur gabonais, avec Fatou Bensouda, comme pour faire passer la CPI pour amis du gouvernement illégitime qui est en place au Gabon. Donc il y a tout ça autour de la CPI qui fait que son travail quand même doit être assez compliqué, mais il faut dénoncer ici, dans tous les cas, le désir de ces États de fuir la justice. Ils refusent de rendre compte à qui que ce soit des exactions qu'ils commettent dans leur pays. Et si ils voulaient sortir de la CPI et montrer leur bonne foi, qu'on ait une juridiction africaine pour juger les crimes des présidents africains. Mais sortir de la CPI pour ne pas avoir d'instrument juridique devant lequel ils puissent répondre, c'est simplement de la fuite en avant et c'est inacceptable pour ces populations pour lesquelles justice devrait un jour être rendue. Michel Abdoulouab. Alors le Burundi, c'est quand même le 3e pays à avoir directement ou indirectement sauté le pas de la CPI. Il y a eu l'Afrique du Sud, qui a voulu sortir à un moment de la CPI, mais comme il n'était pas passé devant le Parlement, voilà, ça a été invalidé. Ensuite, il y a eu la Gambie, et maintenant, il y a le Burundi. Alors, je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'un dictateur qui massacre son peuple doit être traduit devant les tribunaux. Seulement, effectivement, l'argument qui consiste à dire que sur 10 affaires, parce qu'il y a eu 10 jugements au jour d'aujourd'hui, 9 sont des Africains. La question est de savoir, qu'est-ce que c'est que cette Cour internationale? Est-ce qu'il n'y a pas eu des massacres ailleurs? Pourquoi au Moyen-Orient, en Amérique latine, pour ne pas les nommer, on ne traduit pas les chefs d'État qui ont affamé, qui ont massacré leur peuple? Voilà. Donc je pense que la rue africaine, en tout cas, a le sentiment d'un 2 poids 2 mesures. Voilà. Et que cette Cour internationale, avec 90% des procès qui sont intentés à des chefs d'État africains, l'Afrique n'a pas le monopole de la violence politique. Il se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, sur 10 procès, il y a 9 Africains? 9 procès sur 10, Gratien. Donc là, il y a une véritable question, mais est-ce que peut-être que cette question est portée finalement par... cette dénonciation est portée là, par exemple, par le Burundi, mais c'est peut-être pas comment dirais-je, la personne... Moi, je suis pas d'accord avec cette idée parce qu'en fait, on va parler de la CPI, il y a le discours des dirigeants, des dictateurs qui dirigent l'Afrique. Et il y a le discours des peuples. Ce sont les peuples qui réclament l'action de la CPI. Les peuples n'ont pas d'autres actions, n'ont pas d'autres instruments pour juger
leur dictateur. Le peuple burundais, par exemple, n'a aucune autre action, aucune autre juridiction pour juger les dictateurs, les criminels burundais. Si on regarde bien en Afrique, regardez bien, les casques bleus de l'ONU se trouvent où? En Afrique. On ne les voit pas en Europe, on ne les voit pas en Amérique latine, très peu en Asie. Où sont les réfugiés? Les réfugiés sont nombreux en Afrique, déjà sur le continent africain. Ailleurs, il faut dire, où sont vraiment les dictatures? Il y a beaucoup de pays qui commencent à se démocratiser maintenant. Dans plusieurs pays, l'Amérique latine, oui, il y a aussi des pays de l'Asie, mais l'Afrique, c'est l'inverse. Donc, c'est normal que les Africains soient jugés. Pour moi, j'encouragerais vraiment la CPI à juger les Africains parce que les Africains n'ont, les peuples, je parle au nom du peuple, les peuples n'ont pas d'autre recours. L'Union africaine est devenue un syndicat, comme l'a dit notre invité. C'est devenu un syndicat des dictateurs. Et on ne trouve pas de parlement des peuples. Ce n'est pas comme l'Europe a un parlement des peuples. On n'a pas un parlement des peuples. En Afrique, on n'a pas un parlement. Rarement, dans des pays, on a des parlements qui représentent vraiment les citoyens. Ne parlons pas des pays démocratiques comme la Namibie, Ghana ou Botswana, on en a parlé, Cap-Vert au Sénégal. Mais les autres, vraiment, sont des peuples qui croupissent dans la misère, qui croupissent dans la violence. Donc pour vous, cette cour est indispensable pour les pays africains, en tout cas pour la majeure partie des pays africains. Si les pays africains sortent de la CPI, eh bien, on ne voit pas comment vont faire les peuples africains, que les Européens se présentent vraiment à les accueillir. Alors justement, alors que le Burundi est le premier pays, je le répète, à quitter la CPI, le président pourrait se représenter à la présidentielle en 2020 et peut-être même encore en 2027 grâce à un projet de révision de la Constitution. Face à lui, une opposition quasi inexistante. Je parle pour l'opposition à l'intérieur même du Burundi, puisqu'à l'extérieur, il y a le CNRD. C'est une politique de l'isolement que pratique là, vous l'avez peut-être dit tout à l'heure, le président Pierre Nkurunziza, politique de l'isolement pour mieux régner? Oui, bien sûr, il le provoque, il le fait exprès, il s'isole pour qu'il n'y ait pas d'oppression et il est entouré par des pays qui le soutiennent d'une façon ou d'une autre, la Tanzanie, la République démocratique du Congo. Et en même temps, Nkurunziza va jusqu'à 2020, il n'a pas droit à se présenter selon les accords d'Arusha, il va se présenter 2020, 2025. Et d'ailleurs, Nkurunziza lui-même, à un certain moment, il y a des faits et gestes qui montrent bien qu'il veut agir comme un roi, non pas même pas comme un président, comme un roi. Il est là à vie. Donc les élections en soi, ce n'est pas son truc. Et il a son entourage qui le soutient, il a sa milice qu'il a déjà construite. On espère qu'il n'y ait pas de génocide, mais en même temps, quelle est l'autre pression qui pourra être exercée sur Nkurunziza? Les opposants sont à l'extérieur, personne n'a le droit d'être opposant. À l'intérieur, il les tue, il massacre, les femmes sont violées par des miliciens. Il n'y a aucune punition. Je ne sais pas ce que l'opposition peut faire. L'opposition a fait tout ce qu'elle peut faire. Et malheureusement, même ceux qui pensent, il y a certains qui pensent à des mouvements de rébellion, n'ont pas de soutien, n'ont pas de base arrière. Aucun pays ne pourra les soutenir. Et il y aura la place finalement. C'est la communauté internationale qui dira son dernier mot, surtout les pays des Grands Lacs, notamment la Tanzanie. Alors justement, quelle marge de manœuvre pour la communauté internationale? On sait qu'en 2015, l'Union africaine voulait dépêcher des troupes militaires au Burundi, mais elle est ensuite revenue sur sa décision. Comment faire là pour ces États? Est-ce que c'était par ailleurs une erreur de la part de l'Union africaine d'être revenue sur cette décision? En tout cas, une erreur peut-être, peut-être pas. On a vu ce qui s'est passé en Gambie, par exemple. On a vu que Yahya Jammeh n'est pas parti suite à l'élection présidentielle. Yahya Jammeh a voulu s'accrocher. Yahya Jammeh est parti suite à l'intervention de l'armée de la CEDEAO. C'était certes de l'armée sénégalaise, mais mandatée par la CEDEAO. Donc on voit qu'il n'y a qu'à ça qu'ils obéissent. Parce que ce qui se passe, c'est quoi? Le syndicat de dictateurs, ils se copient entre eux. Parce que là, par exemple, pour parler du cas du Gabon que je connais bien, Ali Bongo est en train de marcher sur les pas de Nkurunziza. Là, il vient d'introduire, il y a un projet de révision de la Constitution
président qui vient d'être adopté en Conseil des ministres et qui va aller au Parlement, qui compte 114 députés du parti d'Ali Bongo sur 120 députés. Donc c'est clair que ça va passer. Et il y a, dans ce projet de modification de la Constitution, on voit bien les velléités de royauté. J'avais l'impression qu'il parlait du Gabon. On voit que bon, la limitation de mandat, ça il l'avait enlevé depuis 2003, mais il renforce tous les pouvoirs. Et la Haute Cour de justice qui doit juger les présidents de la République, elle n'est mise en place que de manière non permanente. Et pour qu'elle juge le président, il faut qu'il y soit traduit par l'Assemblée nationale et le Sénat qui votent le même texte à la majorité absolue. Et ensuite, il y a un article qui dit que s'il cesse ses fonctions en tant que président de la République, il ne peut être poursuivi pour ce qu'il aura fait pendant son exercice. Donc, on voit bien ces présidents qui veulent se mettre à l'abri donc de la justice et dans leur pays et à l'extérieur de leur pays. Et donc, les peuples se soulèvent. Aujourd'hui, les Gabonais sont invités à manifester contre ce projet de modification de la Constitution. On sait comment ça va se passer. Ils mettent l'armée, ils ont les milices, ils vont les tuer. Il ne reste que la communauté internationale. Malheureusement, celle-ci semble muette, elle semble insensible à toute cette misère que les peuples africains subissent de la part de ces dictateurs. Quand l'Amérique latine, d'autres parties du monde se démocratisent, on se rend compte qu'en Afrique, surtout en Afrique centrale, les dictatures s'enracinent, les populations ne savent plus quoi faire. Et la communauté internationale a les moyens de pression. Elle continue d'accueillir ces gens dans des sommets internationaux, les traités de président, alors qu'on devrait les mettre sur le banc parce qu'ils ne le sont plus, ils ne le méritent pas. Donc je crois que la solution est entre les mains de cette communauté internationale. Il faut qu'elle se bouge et qu'elle comprenne que il s'agit de vies humaines, il s'agit de populations d'hommes, de femmes et d'enfants qui sont tués, comme c'est le cas au Burundi, assassinés. Je pense à mes camarades de Tournons la page Burundi qui sont tous aujourd'hui en exil et qui ont vu leur famille être assassinée ou être emprisonnée. C'est inhumain, c'est inacceptable. Jusqu'à quand cette communauté va se taire? Est-ce parce qu'il s'agit d'Africains? Est-ce que nous sommes sous-humains, moins humains? On les a tous vus en Syrie être contre Bachar el-Assad, mais pourquoi ils laissent ces présidents faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent, sans aucune forme de pression? C'est ça la question qui se pose aujourd'hui. Et là, la solution, parce que les peuples sont complètement désarmés face à des présidents qui n'hésitent pas à engager des milices pour tirer sur des populations civiles non armées. Michel Abdoulouab, est-ce que les Burundais sont aujourd'hui désarmés et est-ce qu'aussi le président Pierre Nkurunziza a mis en place le dispositif nécessaire, entre guillemets, pour s'assurer de son maintien au pouvoir? Je pense qu'il a mis effectivement le dispositif nécessaire, mais bon, très concrètement, ces dictateurs servent des intérêts. Ils servent des intérêts soit de firmes multinationales, soit de puissance économique. À partir du moment où cette puissance économique décide de ne plus soutenir tel ou tel dictateur, il tombe tout seul. Je veux dire, si vous avez des dictatures qui tiennent depuis 20 ans, 25 ans, et lorsque vous savez que derrière, vous avez des grandes puissances asiatiques ou européennes ou des firmes multinationales anglo-saxonnes qui soutiennent ce chef d'État, je veux dire, à partir du moment où ces grandes puissances et ces firmes multinationales auront une démarche un peu plus éthique, eh bien, ils vont lâcher ces dictateurs et puis la démocratie va se mettre en place. Ces gens-là n'existent que parce qu'ils sont soutenus. Je veux dire, il ne faut pas se raconter. Je veux dire, voilà, à partir du moment où, en Afrique notamment, où vous avez des intérêts miniers, pétroliers, etc., ou prenez le cas du Zimbabwe, qui est le gouvernement est largement soutenu par la Chine. Il faut dire très clairement les choses, que ce soit au niveau économique ou au niveau politique. À partir du moment où certaines puissances arrêteront de soutenir ce type d'hommes politiques, ces régimes vont s'effondrer tout seuls. Alors, si vous le voulez bien, on va marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants.